Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Ce mois de juillet avait pour thématique un protocole des accompagnements. Comme chaque mois, ce dernier épisode de la thématique est consacré à des sages-femmes travaillant en maison de naissance. Aujourd'hui, nous nous sommes prêtés pour la première fois au jeu de l'interview à 4 voix. Nous avons pu échanger avec Sandrine et Pauline, toutes deux sages-femmes à Tumoura, la maison de naissance de Tahiti. Dans cet épisode, nous aborderons le sujet des protocoles. Comment sont-ils rédigés ? Sont-ils universels dans toutes les maisons de naissance du territoire français ? Nous verrons aussi les particularités des protocoles de maison de naissance. Après la fissure de la poche des os, que se passe-t-il ? Au bout de combien d'heures est-on transféré ? Peut-on toujours accoucher dans l'eau ? Quels sont les risques pour le bébé ? Aujourd'hui, Sandrine et Pauline nous expliquent les coulisses de tous ces protocoles en maison de naissance, bien souvent ignorés par la plupart d'entre nous. Bonjour Sandrine, bonjour Pauline. Bonjour Julie et Capucine. Bonjour. Bonjour Sandrine et Pauline, merci d'avoir accepté de venir à notre micro pour parler de la thématique mensuelle. On est ravis d'entendre tout ce que vous allez nous apprendre sur les maisons de naissance aujourd'hui et sur leur fonctionnement. Et pour commencer, on va vous demander de vous présenter à tour de rôle. Et on va commencer par toi Sandrine. Ok, donc moi c'est Sandrine Maurice, j'ai 48 ans et j'habite à Moorea. Moorea, c'est une petite île qui est située juste à côté de Tahiti, donc en Polynésie française. Je suis sage-femme depuis de nombreuses années, on va dire plus de 25 ans. Et donc j'ai participé activement à la création de la maison de naissance à Tahiti. On a commencé le travail depuis plusieurs années, avec la création d'abord d'une association pour savoir un petit peu ce qu'on voulait faire pour offrir des soins plus variés aux mamans de Polynésie, aux parents de Polynésie. Et puis on s'est donc orienté sur le choix de créer une maison de naissance. Et donc j'ai travaillé dans l'association depuis longtemps. Et là, je m'occupe de la coordination de la maison de naissance depuis qu'elle a ouvert, donc en 2022. Et j'ai deux filles qui ont 12 et 14 ans. Et je suis ravie de travailler à la maison de naissance. Et c'est un super projet, une très belle expérience. Oui, j'imagine. Mais écoute, merci pour cette présentation. Et maintenant, Pauline, à ton tour, on t'écoute. Donc moi c'est Pauline, j'ai 31 ans et j'habite à Tahiti, donc en Polynésie française. Et je suis sage-femme depuis maintenant 7 ans. Et je travaille à la maison de naissance depuis l'ouverture, depuis le début du projet. Et c'est vraiment quelque chose de très riche professionnellement. Oui, très probablement. Mais tu vas nous en dire plus, et Sandrine aussi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va aborder particulièrement la question des protocoles relatifs aux maisons de naissance. Et avant tout, est-ce que vous pourriez définir avec vos mots ce qu'est une maison de naissance ? Alors peut-être, Sandrine, tu pourrais nous faire une petite définition personnelle et que Pauline pourra compléter si elle le souhaite. Alors pour moi, une maison de naissance, il y a d'abord le mot maison qui est très important. Donc pour moi, c'est un lieu c'est d'abord un lieu qui est intime, qui est chaleureux, où on a envie d'être, un lieu qui est agréable, qui diffère un petit peu de l'hôpital, qui peut être parfois froid, impersonnel, etc. Donc vraiment un lieu plutôt chaleureux. Et puis il y a aussi une présence humaine, bienveillante et chaleureuse des sages-femmes qui sont là et qui sont vraiment à l'écoute des couples de manière personnalisée, donc avec vraiment une recherche d'un accompagnement global, en recherchant vraiment ce que veut faire le couple, quels sont leurs désirs, leurs envies, leurs attentes. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Pauline ? Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. J'ai pas
J'aurais pas ajouté autre chose. Ça marche. Mais en tout cas, merci pour cette définition. Et maintenant, je vous laisse retracer un petit peu plus en détail vos parcours professionnels avec Capucine. Et pour commencer, Sandrine, est-ce que tu peux nous dire où tu as été formée et nous raconter un peu ton parcours? J'ai été formée à l'école de sage-femme de Poitiers. Donc à l'époque, c'était 4 ans d'études, donc j'ai fait 4 ans d'études. Et puis ensuite, j'ai très peu travaillé en France métropolitaine, en fait, puisque j'ai fait juste 2 mois de remplacement à Saintes. Et ensuite, je suis partie en Outre-mer. J'ai eu la chance de faire ma première grande expérience professionnelle à Mayotte pendant 2 ans, donc c'était très très riche, j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, je suis partie en Guyane pendant 2 ans également, et puis au Laos, où j'ai travaillé pour une petite ONG. Et ensuite, je suis arrivée en Polynésie, et là, j'ai eu le coup de cœur pour le poste que j'occupe actuellement à l'hôpital de Moorea. Donc c'est un petit hôpital rural qui est destiné à la population de l'île, et donc ce qui est très agréable dans ce poste, c'est vraiment polyvalent. On s'occupe des mamans, des parents quand les femmes ne sont pas encore enceintes, donc pour la planification familiale, pour les petits soucis de la vie de la femme. Et puis aussi pendant la grossesse, et puis aussi pendant l'accouchement, et puis aussi pendant les suites de naissance, et puis on les revoit après pour une deuxième grossesse. Donc c'est très familial, c'est très sympa. Il existait un centre de naissance avant à Moorea, avant 2015, et puis le centre de naissance a fermé parce que la Polynésie veut faire comme la France, et donc veut se calquer sur les réglementations françaises de maternité de niveau 1, 2, 3. Et donc le centre de naissance de Moorea ne correspondait pas à ça. Donc pour l'instant, le centre de naissance est fermé, il n'y a plus de naissance à Moorea, mais comme on est une île et qu'on n'a pas de bateau, entre 16h40 et 6h du matin, il y a quand même bien sûr des femmes qui accouchent à Moorea, et donc on les prend en charge à Moorea d'une manière physiologique aussi, puisqu'il n'y a à Moorea que des sages-femmes et des médecins omnipraticiens ou urgentistes, mais il n'y a pas de gynécologue ni de pédiatre. D'accord, c'est intéressant, mais du coup, je me pose une question. En cas d'urgence, qu'en est-il avec... En cas d'urgence, à Moorea, on a un système de transfert urgent qui est fait par hélicoptère ou par avion. Mais il faut savoir que les avions ne sont pas destinés uniquement au système de santé Polynésie, c'est-à-dire que souvent c'est des avions qui sont loués, des avions de tourisme qui sont loués pour l'occasion. Donc on a régulièrement des avions, mais c'est pas quelque chose qui est sûr à 100%, et le délai de transfert est assez aléatoire, et en moyenne est de 2 heures. Ah oui, Ah oui. d'accord. Par rapport à ce que certaines usagères ont pu nous dire, j'avais cru comprendre qu'en Polynésie, les naissances à domicile ou en tout cas un peu inopinées ou hors structure étaient plutôt pénalisées par la loi locale en tout cas. Donc là, tu décris une situation où en fait, potentiellement, c'est pas possible pendant une très large période horaire quotidienne. Donc ces femmes, quand le travail se met en route et qu'elles arrivent à une situation où ça peut plus être retenu, quelle est leur consigne pour ne pas être dans l'illégalité ? Alors c'est un sujet un peu compliqué, on pourrait faire 1h30 là-dessus, hein. Il y a la problématique des naissances inopinées, donc il y a des femmes qui arrivent et qui... Parce que normalement, on demande aux femmes de s'installer 15 jours avant la date prévue d'accouchement. À 38 semaines, on demande aux femmes de s'installer à Tahiti pour justement qu'elles puissent être présentes. Là. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de famille, il y a des femmes qui ont de la famille, mais finalement, ça se passe pas bien, donc qui rentrent à Moorea. Et bon, voilà, il y a un hébergement qui est proposé par notre système de sécurité sociale, mais qui n'est pas un hébergement parfait au niveau de la vie familiale et qui n'est pas forcément bien accepté. Donc, il y a des femmes qui restent à Moorea. Et puis, il y a aussi des femmes qui ne veulent pas partir parce qu'elles veulent pas quitter leur mari, parce qu'elles veulent pas quitter leurs enfants, et c'est tout à fait compréhensible en fin de grossesse qu'on ait envie de rester chez soi. Et donc voilà, il y a ces deux situations-là où on a des femmes qui arrivent pour accoucher à Moorea, soit elles sont pas parties ou elles sont revenues, soit elles n'ont pas voulu partir. Voilà, mais c'est une problématique, on en parle depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on fait pour les femmes qui ne veulent pas partir ou qui ne sont pas parties? Est-ce qu'on pourrait créer des centres de naissance comme il existe dans d'autres pays, par exemple au Canada, dans des endroits qui sont très reculés, parfois beaucoup plus reculés encore que Moorea par rapport à Tahiti, où il y a quand même des critères d'éligibilité pour accoucher quand même dans des endroits comme ça. Ou est-ce que non, on transfère tout le monde? Enfin, c'est compliqué. Après, c'est un choix politique. Ça nous appartient pas. Ouais, j'imagine. Ouais. Et dans tout ça, pour revenir un peu à ton parcours et à ce qui a motivé tes choix, comment est-ce que tu as connu les maisons de naissance? Comment est-ce que j'ai connu les maisons de naissance? En m'informant sur internet, avec les publications de sages-femmes, quoi. Après,
on a surtout écouté ce que voulaient les femmes. Justement, quand on a créé l'association, c'était suite à la fermeture du centre de naissance de Moréa, parce que cette fermeture a été faite sans aucune concertation des usagers. On n'a pas demandé aux femmes de Moréa si ça ferme, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez que ça réouvre? Voilà, donc on a dit on ferme, c'est comme ça, point final. Donc on a créé cette association justement pour donner la parole aux usagers. Et on s'est rendu compte en donnant la parole aux usagers que justement les femmes, elles voulaient. Il y avait le fait d'accoucher sur son île. Il y avait cette problématique-là, mais il y avait également le fait de vouloir accoucher de manière naturelle, sans avec beaucoup moins d'accompagnement médicalisé, de protocoles, etc. Et c'est des choses qu'elle n'avait pas en 2015 comme offre de soins à Tahiti. Il y avait donc un hôpital et 2 cliniques qui sont plutôt médicalisées, avec des protocoles hospitaliers, etc. Et donc les femmes qui voulaient être en dehors de ça n'avaient pas de solution, en fait. Puisque justement, l'accouchement à domicile ne se fait pas en Polynésie et donc elles n'avaient pas d'autres alternatives. D'accord, oui, on comprend un peu mieux. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton parcours, Sandrine, et ton arrivée dans le monde des maisons de naissance, on va demander à Pauline de nous raconter un peu tout ça à son tour. Où est-ce que tu as été formée et nous raconter un peu ton parcours? Alors moi, mon parcours, il commence en région parisienne, à l'hôpital Foch à Suresnes, où j'ai fait mon école de sage-femme. Et pendant les stages, on peut aller dans tous les hôpitaux de région parisienne. Donc j'ai vraiment tout testé, les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3. J'ai été aussi à la maison de naissance Le Calme à Paris, en stage. D'accord. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir aller à Mayotte et en Tunisie, en stage. Donc j'ai vraiment essayé on va dire, d'élargir ma vision de la naissance et de l'accompagnement au maximum pour faire le choix professionnel qui me correspondait le mieux. Et j'ai commencé ensuite à exercer pendant 4 ans dans une petite clinique dans l'Essonne qui laissait quand même un peu la place à la physiologie avec la création d'une salle nature. Les médecins laissaient faire, comme c'est une clinique, c'était quand même des médecins privés, hein, mais c'était nous les sages-femmes qui accompagnions les mamans et s'il y avait des accouchements à 4 pattes, debout dans la baignoire, on avait libre cours tant que tout se passait bien. Et puis après, mon envie de voir autre chose est revenue. Et donc, j'ai décidé de partir à Tahiti pour voir un peu comment se passaient les naissances là-bas. Et puis, finalement, je suis tombée sur ce projet de la maison de naissance, qui était mon projet professionnel sur le long terme, en fait, qui s'est présenté beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu es venue y travailler? Il y a eu À Tahiti? Quelle opportunité? Non, à la maison de naissance. À la maison de naissance? Eh bien, je suis arrivée 4 mois après, les filles cherchaient des sages-femmes, en fait, pour y travailler. D'accord. Donc, Ah oui. Ah oui, donc vraiment bon timing, quoi. c'est ça. Exactement. Puis l'équipe Parce était que super vous- sympa. L'équipe était top, Voilà. carrément. Le lieu était top. Non, c'est sûr. Ouais, c'est chouette. En tout cas, c'est chouette et c'est hyper varié. Enfin, vous nous avez présenté 2 parcours complètement différents et qui finalement vous amènent sur le même chemin. C'est intéressant. En tout cas, maintenant on va parler un peu plus du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est les protocoles en maison de naissance. C'est un thème assez important pour nous et on va pouvoir lever le voile, on l'espère aujourd'hui, sur tout un tas de questions qui sont parfois méconnues ou mal interprétées par le grand public. Et donc la première chose, pour prendre les choses dans l'ordre, on va dire, c'est avant tout, il faut bien rédiger des protocoles quand on crée une maison de naissance pour pouvoir suivre les usagères, pour pouvoir créer le lieu, pour pouvoir accueillir toutes les professionnels aussi. Donc pour bien comprendre comment se déroulent les protocoles en maison de naissance, on va voir avec toi, Sandrine, comment sont mis en place tous ces dossiers administratifs et comment tout est prévu pour accueillir au mieux, que ce soit les femmes ou les professionnels, comment on construit les lieux. Et avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer qui pense ces protocoles et qui les rédige entre la maison de naissance, la maternité partenaire ou peut-être d'autres intervenants? Ici à Toumora, c'est l'équipe de sages-femmes qui ont rédigé les protocoles de prise en charge. Après, on s'est beaucoup appuyé sur l'expérience des autres maisons de naissance déjà en France et puis sur les recommandations de l'HAS qui ont été faites. Les protocoles concernant les urgences et les transferts ont été bien sûr visés et validés par notre maternité partenaire. Donc ça, on a pu les faire ensemble aussi avec l'équipe du 15.
Et puis on les réévalue régulièrement quand, par exemple, on a des réunions spécifiquement sur des transferts, par exemple, qui ont pu être plus difficiles ou plus problématiques. On peut les réévaluer et les refaire à cette occasion. Et toutes les sages-femmes, que ce soit les sages-femmes référentes ou les sages-femmes de soutien, donc qui viennent en soutien lors d'une naissance, sont au courant de ces protocoles et savent où les trouver, où les rechercher. Et voilà. Ouais, j'imagine. Ouais. Et est-ce qu'il y a un document commun, une sorte de référence nationale qui permet l'écriture de ces protocoles, ou est-ce que chaque maison de naissance crée son propre protocole en fonction et avec sa maternité partenaire? Il y a certains protocoles qui sont un peu, j'allais dire, faciles à mettre en place parce qu'ils sont, c'est s'il y a des recommandations, connues pour tout le monde, par exemple, la réanimation de l'enfant, il faut l'adapter avec la maison de naissance, le temps de transfert qu'on a et le matériel qu'on a sur place, mais c'est assez facile. Après, il y a d'autres, situations qui sont moins, claires au niveau des recommandations internationales. Où là, on essaie de voir avec l'équipe spécifiquement ici, ce qui permet ce qui est le plus pertinent pour nous. Ouais, je comprends. Et donc une fois que la rédaction de ces protocoles est achevée, est-ce qu'il y a une validation? Et si oui, qui est-ce qui les valide? Est-ce qu'il y a une instance administrative extérieure, comme l'Agence régionale de santé à un niveau local ou peut-être la Haute Autorité de santé à un niveau plus national? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire ou est-ce que la validation est beaucoup plus proximale entre vous? Ici, on a l'agence, de régulation des actions sanitaires et sociales, donc qui correspond, je pense, aux ARS chez vous. D'accord. C'est eux qui effectivement valident le règlement de fonctionnement, tous les protocoles effectivement, d'urgence de la maison de naissance. Ils ont eu tous ces documents au moment de l'ouverture du dossier, au moment de la validation de l'ouverture de la maison de naissance, ouais. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais qu'il pouvait y avoir une réévaluation aussi de certaines données dans les protocoles, mais de manière un peu plus globale, est-ce que les protocoles ont malgré tout une durée limitée, on va dire, dans le temps? Et si oui, à quelle fréquence il faudrait les remettre à jour de manière obligatoire s'il n'y avait pas d'intervention, comme tu disais tout à l'heure, parce que on se rend compte que c'est nécessaire de modifier pour telle et telle raison? Est-ce que malgré tout, il y a une échéance à laquelle le faire ou pas du tout? C'est bien de revoir les protocoles, je dirais, tous les ans peut-être, mais après il y a des protocoles qui sont tellement, validés, voilà et qu'il y a pas besoin de forcément de les revoir, mais au moins de tous les ans quand on fait le conseil d'administration de l'association, de se dire, «Est-ce qu'il y a des protocoles qu'on doit revoir? Oui, sous quelle échéance?» Voilà. D'accord. Eh bien écoute, maintenant que tu nous as éclairé, sur tout l'aspect administratif, on va aborder, des points un petit peu plus spécifiques relatifs à l'accouchement, qui sont régulièrement questionnés, quand il s'agit des maisons de naissance. Et pour commencer, du coup, on va peut-être voir avec toi, Pauline, pour ce qui est de la poche des os. On a pas mal de questions autour de ce sujet qui est assez important et qui questionne aussi beaucoup de mamans qui, qui vont accoucher. En tout cas, cette poche des os, il arrive qu'elle ne rompe pas ou seulement à la fin de l'accouchement, mais aussi elle peut tout à fait rompre ou fissurer pendant le travail ou au début du travail. Et nous, on se demandait quelle est la différence concrète entre fissurer et percer. Alors, déjà, il faut savoir que ce qu'on appelle poche des os, c'est 2 membranes, en fait, qui sont collées l'une à l'autre et qui vont, permettre d'englober le liquide amniotique et donc avec bébé dedans. Et quand on dit que la poche des os est fissurée, c'est qu'il y a une des 2 membranes qui s'est percée et donc il y a un écoulement faible de liquide et quand elle est percée, rompue, enfin, peu importe le terme, c'est que les 2 membranes sont percées et on peut dire que, c'est un peu comme dans les films hollywoodiens où on voit, la maman qui a, le pantalon ou la jupe toute trempée et là ça coule et on se pose pas de questions. Ouais. Oui, en général, c'est ce qu'on dit. Quand c'est rompu, on n'a pas trop de doute. Et du coup, on se demande avec ça si ça a un impact, notamment sur la possibilité d'accoucher en maison de naissance, le fait que ça soit fissuré ou percé. Alors, le fait de rompre la poche des os, tout dépend en fait, du contexte. Dans un contexte de prématurité, donc c'est-à-dire avant 37 semaines, oui, ça peut mettre en doute un accouchement, en maison de naissance, parce que ça peut déclencher le travail et donc faire un accouchement prématuré.
Mais par contre, si c'est une rupture de la poche des os à terme, on va se laisser quand même du temps. On va surveiller les mamans régulièrement à la maison de naissance. On surveille le rythme cardiaque de bébé, s'il y a des contractions ou pas. Et on fait un petit prélèvement aussi pour savoir si il y a le streptocoque B. Je sais pas si vous connaissez cette petite bactérie qui peut être présente normalement, physiologiquement, au niveau de la flore vaginale des femmes. Et ça va nous indiquer en fait le temps qu'on peut se laisser ou pas pour la mise en travail. Donc quand il n'y a pas cette petite bactérie, on peut se laisser, donc nous ici, jusqu'à 24 heures pour une mise en travail, pas forcément un accouchement. Et si jamais il y a cette bactérie-là, on se laisse 12 heures parce que ça augmente le risque infectieux pour bébé. Donc, il faut agir vite et déclencher le travail assez rapidement. D'accord. Tu viens de dire ici, en disant 24 heures. Qu'est-ce que tu entends par ici? Ici, à Toumora, c'est les protocoles qu'on a fait avec la maternité partenaire. Ok. Mais je sais qu'en France, il y a certaines maternités qui peuvent laisser jusqu'à 48 heures si jamais il n'y a pas cette bactérie et que les signes d'infection sont normaux. D'accord, donc c'est variable, ouais. Exactement. Ça fait partie des protocoles, justement, qui ne sont pas vraiment établis pour toutes les maisons de naissance. Chacun travaille avec sa maternité partenaire pour savoir ce qui est acceptable et ce qu'on fait ensemble. C'est ça. Ouais. Au moment notamment de cette rupture ou même de la fissure, il arrive parfois que le liquide amniotique soit teinté, soit coloré. On parle de teinte rosée ou des fois de couleur un peu de purée de pois, enfin ce genre d'expression. Est-ce que ça impacte notamment le délai dont tu viens de nous parler, streptocoque B ou non? Alors la seule couleur qui va impacter, c'est ce qu'on appelle le liquide amniotique méconial. C'est-à-dire que bébé a émis son méconium dans le ventre de maman, dans son liquide, et c'est un liquide qui est plus épais, on peut dire purée de pois. Et pour les professionnels de santé, ça c'est un pronostic qui fait que bébé doit sortir un peu plus rapidement, qu'on peut peut-être moins laisser le temps à bébé de naître. Oui. Voilà. Par contre, si c'est juste un liquide teinté, c'est que bébé a émis son méconium dans son liquide, mais que c'est ancien et que comme c'est fluide, c'est aussi fluide qu'un liquide clair. Là, c'est le même pronostic qu'un liquide clair, donc on s'en inquiète pas. D'accord. Ah oui, d'accord. Et du coup, pour précision, le méconium, c'est les premières selles de bébé, c'est ça? Ça marche. Au fil de nos enregistrements, on a appris notamment que selon les maisons de naissance, la rupture partielle ou totale de la poche des os pouvait notamment empêcher certaines mamans d'accoucher dans l'eau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi parfois c'est possible ou non et qu'en est-il du fait d'accoucher dans l'eau? Alors, en fait, le bain, pour nous, il n'est pas impossible avec une rupture de la poche des os. Tout va dépendre, en fait, du contexte clinique et des signes d'infection. Donc, si jamais la maman, elle a pas de signes particuliers et que ça fait moins de 24 heures qu'elle a rompu la poche, on se dit que l'accouchement dans l'eau, il est tout à fait faisable. D'accord. Et en fait, ouais, il y a des femmes, je sais plus si c'était à la maison de Grenoble ou à Femmes, à Lyon, mais qui nous ont dit qu'une fois que la poche était percée, elles pouvaient plus accoucher dans l'eau, même si c'était leur souhait. On demandait s'il y avait une raison clinique particulière connue. En fait, je pense que c'est vraiment les protocoles avec la maternité partenaire. Ok. Le service d'hygiène dans les maternités, il est très très strict. Et d'ailleurs, là où je travaillais avant, on avait une baignoire où c'était juste une baignoire de dilatation. On ne pouvait pas faire les accouchements parce que selon l'hygiéniste de la clinique, c'était pas assez propre. Fallait faire des décontaminations, des désinfections particulières. Donc c'est vraiment une question d'hygiène, je pense. Je pense que l'accouchement dans l'eau, c'est encore un sujet un peu sensible Aussi. peut-être, parce que en fait, justement, il n'y a pas vraiment de recommandations bien établies. Alors, la maison de naissance vont certainement pouvoir permettre de faire des études là-dessus, et ce serait super, parce qu'en fait, il y a des accouchements dans l'eau en maison de naissance, et il y en a très peu ailleurs finalement. Donc, de pouvoir faire des études pour voir justement, est-ce qu'il y a un risque supplémentaire d'accoucher dans l'eau alors qu'on a rompu depuis tant de temps. Voilà, est-ce qu'il y a un risque supplémentaire pour le bébé, pour qu'on puisse donner cette information-là aux mamans et qu'après les mamans puissent choisir avec une information éclairée. Exactement. Pour l'instant, les études sont assez faibles là-dessus. Oui, c'est des principes de précaution en fait. Oui. Ils cherchent pas à ça. Ils se disent au cas où on fait pas quoi. Oui, c'est les protocoles, quoi. Ah oui, ok, d'accord, ok. Ouais, c'est vraiment du cas où, quoi. D'accord. Pour finir sur le point de la poche des os,
On aimerait savoir si, dans le cas d'un travail particulièrement long, avec une poche des os qui n'a pas encore rompu, est-ce que à la maison de naissance, ça vous arrive de percer cette poche ou pas? Alors ça nous est arrivé vraiment très rarement. Généralement, la poche des os se rompt toute seule, spontanément. Mais c'est vrai que certaines femmes qui voient que l'accouchement est long, la dilatation met un petit peu de temps à avancer. Quand, par exemple, on parle de stagnation de la dilatation, avant de parler de transfert, on va parler peut-être de rupture de la poche des os si elle n'est pas rompue, parce que ça peut débloquer ce terme de stagnation de dilatation, ça peut débloquer les choses et donc refaire avancer le travail, c'est vrai. Mais c'est vraiment très rare. Est-ce que ça vous arrive? Nous, on a déjà eu le cas d'une invitée, notamment qui a accouché chez vous, qui se reconnaîtra tout à fait. Et en plus, c'était une invitée particulière puisque c'était notre première. On a eu le cas de poche des os qui ne rompt pas. Ça vous arrive, du coup, ce genre de situation? Oui, en fait, on appelle ça des bébés nez coiffés quand ils naissent dans leur poche des os. Et il y a un petit dicton chez les sages-femmes qui dit qu'un bébé nez coiffé, c'est un bébé qui aura de la chance toute sa vie. C'est mignon. On lui souhaite. Et je me demandais d'ailleurs, en parlant de coiffer, il y a une grande question qui se pose aussi, c'est le bébé il naît avec la poche entière? Ou comment tu définirais le bébé nez coiffé? En fait, c'est ça, c'est que bébé, il naît, la tête sort à l'extérieur du vagin, avec la poche des os qu'il y a encore autour, et même on peut voir le liquide. C'est Comme la une poche bulle des de os. chewing-gum, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Un bébé avec la tête d'un... Une jolie image. Comme les membranes sont extensibles, même si le placenta est encore à l'intérieur, le bébé peut sortir même entièrement avec toute C'est sa ça. membrane entourée autour. Et c'est vrai Et que c'est j'allais très beau. demander. On voit à ce moment-là vraiment la position du bébé dans les membranes. Il est vraiment dans sa position fétale avec l'eau. Oui. C'est super beau. Ouais, je m'étais toujours demandé parce que j'ai déjà vu une image notamment d'une poche des os entière, mais je me demandais si c'était un cas de césarienne ou si c'était faisable aussi dans une naissance physiologique par voie basse, quoi. Et puis c'est vraiment physiologiquement le mieux pour la maman parce que la poche des os, elle a quand même un rôle de tampon, ça atténue un petit peu le frottement de la tête et la force de la tête au niveau des tissus du vagin, des muscles, tout ça. C'est plus gérable pour les mamans généralement. En tout cas, ça doit être impressionnant et fascinant, comme tu disais, Sandrine, de voir ça, parce que je pense que c'est quand même assez rare. Oui, c'est rare. Oui. Et merci pour tout ce point sur la poche des os, et on va poursuivre un petit peu avec toi encore, Pauline, sur le sujet de la dilatation. Un autre point assez intéressant dans le contexte des maisons de naissance, parce qu'on sait que dans la pratique de la maison de naissance, les sages-femmes, dans leur accompagnement, durant la grossesse, il y a très peu, voire pas, de touchés vaginaux. Et qu'en est-il le jour de l'accouchement? Alors, déjà, à force de voir des femmes en travail sans péridurale, des accouchements sans péridurale, on a quand même des comportements des femmes qui nous indiquent à peu près le stade du travail. Donc, c'est sûr que ça nous permet de savoir où on en est, où la femme en est, sans l'examiner, sans faire un toucher vaginal. Et nous, on forme aussi les femmes à ça, enfin les femmes et les papas aussi. Comme ça permet vraiment que chacun puisse gérer les choses à sa manière. Certaines femmes vont dire, bon, ok, cette phase-là, elle est normale. Bon, je sais que ça va être dur, mais après, il y a ça, donc c'est que c'est bientôt. Enfin, tu vois, ça peut leur permettre de peut-être se coacher elles-mêmes, de se dire, bon, ok, je vais y arriver, c'est normal, tout va bien. Ça rassure, ça rassure le couple. Et puis, nous, ça nous permet de savoir à quel moment faire nos surveillances, à quel moment il faut peut-être être plus proche de la femme. Ça nous permet vraiment d'adapter notre accompagnement, je pense. Juste en observant la femme, je parle. Oui, je comprends bien. Et est-ce que c'est possible que une femme demande à un moment donné à avoir un toucher? Et si oui, j'imagine que vous répondez peut-être à son besoin ou à sa demande pour la rassurer, mais est-ce que vous lui donnez ou pas l'information, ou est-ce que finalement vous utilisez des qualificatifs pour pas que ce chiffre impacte son travail? En fait, ça va vraiment dépendre de la maman qu'on a en face de nous. Je me souviens, j'avais une maman qui avait un travail très long,
parce que son bébé était positionné d'une manière qui fait que, voilà, c'était son premier bébé en plus, hein. Et elle me demandait très régulièrement de l'examiner. En fait, elle voulait juste savoir que ça avance. Donc, au début, je l'ai examiné 1 fois, 2 fois. Donc, je lui ai dit, c'est bien, ça avance. Je lui ai donné les centimètres parce qu'elle voulait savoir. Et la 3e fois, pareil, elle me redemande et je lui ai dit, mais non, ça sert à rien que je t'examine. Regarde, là, les contractions, elles ont changé. Là, c'est différent. C'est sûr que ça avance. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Donc du coup, on va dire que l'examen, sinon il nous semble pertinent et que ça peut rassurer la femme, on le fait. Mais des fois, c'est même nous qui disons, bah non, regarde, il y a ça, donc il n'y a pas besoin d'examiner. Donc du coup, dans cette logique, souvent les personnes en maison de naissance, et on l'a remarqué d'ailleurs au fil de toutes nos interviews, ignorent ce chiffre qu'est leur dilatation, que ça a été demandé ou pas, hein. Vraiment dans un accouchement, on va dire, standard où il n'y a pas eu un besoin particulier de la maman à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça apporte, de ton point de vue, qu'est-ce que ça apporte à la maman d'ignorer ce chiffre? Je pense que ça l'aide à déconnecter totalement. En fait, quand on accouche, il y a cet instinct un peu primaire de mammifère où, enfin, voilà, quand on regarde une chatte accoucher, elle regarde pas où elle en est, où elle, enfin, je veux dire, personne l'examine. Et je pense que c'est un peu pareil pour une femme, c'est que un chiffre. Pour certaines, je sais pas moi, 6 centimètres, ça peut être « Ah super, ça avance, c'est trop bien, je vais bientôt accoucher ». Et d'autres qui vont se dire « Ah 6 centimètres, bah non, ça veut dire il reste encore 4 centimètres, plus la descente de la tête dans le bassin. Oh là là, ça va prendre du temps, c'est pas possible ». Je pense que ça dépend aussi des femmes, comment elles arrivent à déconnecter et à faire confiance à leur corps et à se laisser aller dans ce processus de la naissance. Oui, finalement, c'est pour les laisser un peu là-dedans. Et comme tu disais tout à l'heure, l'encouragement et le simple fait de leur dire que ça avance et de les encourager dans le fait que tout se passe bien et de les rassurer parce que de toute façon, vous monitorez le cœur du bébé et tout, ça suffit à faire avancer les choses de la manière la plus douce possible, en fait. On essaye, oui. On essaye que ça suffise et des fois, s'il faut plus, Ah on oui. fait plus. Je parle, on va dire, dans une espèce de norme. Mais le fait de donner des termes techniques ou des chiffres, ça amène le cerveau spontanément à réfléchir de manière technique, mathématique, etc. Et ça, c'est pas bon pour. On peut sortir de sa bulle comme ça et ça peut ralentir un travail, hein. Ou ressentir Tout à une fait. douleur constante. Enfin, c'est pas du tout bon. Oui, maintenant on aimerait aborder avec toi, Sandrine, sans doute une des plus grandes questions relatives aux maisons de naissance, la question des transferts. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer au niveau administratif quels sont les documents notamment qui sont préparés en amont, avant le jour de l'accouchement, et qui les a, et tout ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Les documents qui sont avec la femme, donc on a un dossier médical de suivi de grossesse et de suivi du travail. Et puis on prépare toujours une fiche, petite fiche qu'on va donner pour le transfert d'une femme. Voilà, ça c'est au niveau des documents. D'accord. Du coup, la fiche, c'est vous qui l'avez, c'est ça? Et le dossier de la maman, c'est elle-même qui l'a ou c'est vous qui l'avez? On l'a aussi. En fait, la maman, elle vient avec son dossier le jour de l'accouchement. D'accord, ça marche. Et du coup, tout ça reste à la maison de naissance et c'est au moment du transfert que c'est transféré, Oui. c'est ça? Est-ce que chez vous, il y a un doublon à la maternité à côté, ou c'est au moment où vous transférez que vous transférez tout? Avant que la maman accouche, il n'y a pas de dossier qui est à la maternité. D'accord, ça marche. Par contre, les femmes ont fait une consultation d'anesthésie à la maternité partenaire D'accord. avant l'accouchement. Oui. Il y a ce document-là à la maternité. Ça marche. Une fois que le choix du transfert est fait et validé au moment de l'accouchement, comment ça se met en place, que ce soit au niveau matériel et au niveau humain? Il y a un petit peu 2 types de transferts. Il y a les transferts urgents et puis les transferts qui sont pas vraiment urgents. Donc au niveau des transferts urgents, on appelle l'équipe du 15, qui est juste à côté, hein, juste à côté au niveau de l'hôpital, et qui vient pour conditionner la maman, pour pouvoir l'emmener dans de meilleures conditions, c'est-à-dire avec l'ambulance, par exemple. D'accord. Donc c'est eux qui viennent jusque chez vous? Oui. D'accord, pour après emmener la maman. Est-ce que vous avez, en tant que sage-femme, des gestes particuliers à réaliser avant qu'ils arrivent, ou est-ce que vous commencez des protocoles?
Oui, bien sûr, il y a la prise en charge de l'urgence du début. Donc, les sages-femmes peuvent, par exemple, perfuser, poser son urinaire, commencer la ventilation d'un nouveau-né, par exemple, et pour avoir des soins plus rapides et pour éviter que la situation ne s'aggrave. Oui. Du coup, tu nous as parlé des transferts urgents. Et est-ce que tu pourrais nous revenir sur les transferts que tu as appelés non urgents, peut-être? Et après, les transferts non urgents, il peut y avoir, par exemple, toi, Pauline dira mieux que moi, mais Demande de pays. voilà, une demande de péridurale, mais une femme, qui est en travail, mais qui n'est pas en fin de travail et qui va demander une péridurale, elle va pouvoir y aller, tranquillement, voilà, à pied. On est à 40 secondes de l'entrée de la D'accord. maternité. Ouais, cette fois, c'est vous qui vous déplacez jusqu'à Ouais. l'hôpital, quoi. Voilà, on l'accompagne et pendant un transfert, donc à partir du moment où la femme, est transférée et elle est confiée à l'équipe de la maternité partenaire et après ce ne sont plus les sages-femmes référentes de la maison de naissance qui s'en occupent et qui l'accompagnent. Oui, vous transmettez le dossier et la patiente et après, tout revient à l'équipe de l'hôpital, quoi. On a déjà plus ou moins entendu parler de classement d'urgence dans les transferts, de ce que j'appellerais moi grossièrement peut-être code rouge, orange. Je sais pas si vous avez la possibilité de nous définir ça. On n'a pas voulu définir justement de code couleur pour pas confondre justement. En fait, en général, en maternité, les codes rouges, c'est césarienne en urgence, code Oui, orange, code voilà, c'est un terme plutôt pour placer au bloc opératoire, en fait, dans les maternités. Donc on n'a pas oui, voulu faire de code pour pas faire de confusion. d'accord. Du coup, c'est un choix de la maison de naissance, oui, d'établir ou non des codes. Oui, après, il y a peut-être d'autres maisons de naissance qui ont des codes couleurs comme ça, mais voilà, nous, on n'a pas voulu faire Oui, de confusion par rapport à ça. ça marche. En fait, les transferts urgents sont assez rares finalement, hein. Les transferts urgents qu'il peut y Oui, avoir, c'est une maman qui saigne abondamment ou un bébé qui s'adapte pas bien à sa vie extra-utérine, qui a besoin d'une ventilation, artificielle. Voilà, mais c'est les 2 types de transferts où on va vraiment être, se dépêcher sur le transfert. ok. C'est vrai que le transfert, c'est toujours un peu décevant pour un couple Mm. parce que c'était pas dans le projet. Bien sûr, on n'a pas le projet de commencer à la maison de naissance et de finir à la maternité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que les transferts, ça fait partie du suivi en maison de naissance parce que ça existe. Mais qu'en fait, souvent, bien souvent, on a un transfert parce qu'on a besoin d'une surveillance ou d'une équipe pour que ce soit pour qu'on reste dans une sécurité satisfaisante, mais que parfois il y a rien de plus à faire que ce qui a été fait à la maison de naissance. Je prends par exemple l'exemple d'une femme qui va, avoir des saignements un petit peu plus abondants que la normale. Effectivement, en maison de naissance, on va pouvoir lui poser une voie veineuse, lui commencer à mettre des médicaments pour tonifier son utérus, peut-être, faire une petite vidange de la vessie. Tout ça, ça va aider à ce que son utérus, il soit plus tonique et Mmh. peut-être les saignements vont s'arrêter. Donc, c'est possible qu'elle soit transférée pour une surveillance, mais qu'après finalement il y ait pas de geste en plus qui soit fait à la maternité, ça arrive. Écoute, merci, Sandrine pour, tout ce point sur, le transfert. Maintenant, on va aborder, la question du placenta, avec Pauline. On va revenir à une situation donc qui se termine dans les locaux de la maison de naissance pour aborder la question du placenta. Est-ce qu'une maison de naissance a la possibilité de donner partiellement ou dans son entièreté le placenta à la patiente après son accouchement? Alors en Polynésie, le placenta a une place très, très importante. Donc tous les couples, globalement, en tout cas d'origine polynésienne, repartent avec leur placenta. Le placenta, il symbolise vraiment le rattachement, de l'enfant à sa terre, à ses ancêtres. Donc culturellement, les parents récupèrent ce placenta et vont le planter au pied d'un arbre. Souvent, c'est un arbre fruitier sur une terre familiale. Donc nous ou alors que ce soit la clinique ou les hôpitaux, hein, enfin l'hôpital, les patients peuvent repartir avec le placenta. D'accord, mais donc on comprend bien que c'est propre à la culture polynésienne et que pour le coup, c'est pas, propre à la maison de naissance, mais que c'est bien une pratique globale sur le territoire. C'est ça. C'est même tellement important que parfois il peut y avoir par exemple un couple d'origine métropolitaine qui ne veuille pas récupérer le placenta. Nous, à l'hôpital de Montréal le personnel, il va prendre ce placenta et l'enterrer dans le jardin de l'hôpital parce qu'un placenta, ça ne se jette pas, ça s'enterre. Oui. D'accord, ah oui. Ouais, c'est Ouais, c'est chouette, cool. cette information, on l'avait pas encore. Donc oui, c'est montrer à quel point, c'est vraiment omniprésent et important, en fait, pour la terre, polynésienne en général, quoi. D'ailleurs, on nous avait dit que ça s'appelait le Poufénois. C'est C'est ça. ça, le Si je me poufénois. trompe pas. Mmh. Mmh.
C'est une invitée qui nous avait partagé cette information. Ouais, c'est la terre, le territoire, le pouls, c'est l'attachement, voilà, donc l'attachement à la terre. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi en métropole ou dans certains dom-toms d'ailleurs, ce n'est pas possible? Alors ça, c'est vraiment un mystère. En métropole, on le jette à la poubelle, ce placenta, et il est brûlé dans les poubelles spéciales de l'hôpital. Je pense que ça fait partie des risques de contamination Ouais, peut-être. interhumaine, peut-être des produits, mais bon, c'est pas plus contaminant que des produits serviettes de règles, hygiéniques. voilà. Ouais. Donc c'est un peu étrange. Ouais. C'est particulier. Et d'ailleurs, si je peux ajouter, je trouve que ça se voit aussi dans la manière dont on prend en charge le processus de la naissance. C'est que on pense qu'une fois que le bébé est sorti, c'est fini. Oui. On oublie souvent cette partie du placenta qui est très importante, de continuer à rester dans sa bulle, et tant que le placenta n'est pas sorti, le processus de la naissance n'est pas terminé. Mmh. Je pense que c'est important de le souligner, ça, que la sortie, la naissance du placenta est tout aussi Oui, importante. ça marque la fin de l'accouchement, de toute façon. Oui, Il c'est est pas ça. sorti, l'accouchement n'est pas terminé. Ouais, tant que quoi. la délivrance n'a pas eu lieu, on continue d'avancer dans le travail de l'accouchement, quoi. Merci pour le point sur le placenta et on va continuer avec toi, Sandrine, pour aborder la question du seuil hémorragique. Donc, on sait aussi que ça peut arriver, tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, au moment de l'accouchement ou en postpartum immédiat. Quelle est la quantité de sang qu'on perd en moyenne lors d'un accouchement et à partir de quelle quantité c'est considéré comme une hémorragie? En moyenne, je pense que c'est assez variable. On doit perdre entre 100 et 300 millilitres de sang pour une naissance normale. Et on dit qu'à partir de 500 millilitres, c'est considéré comme une hémorragie du postpartum. D'accord. En maison de naissance, du coup, au moment où vous constatez que la maman passe ce seuil de 500 millilitres que tu viens d'évoquer, et donc fait ce qu'on appelle une hémorragie, quels sont les gestes et le protocole à mettre en place pour la prendre en charge? On va commencer les premiers gestes pour éviter que cette hémorragie ne s'aggrave. Donc, comme je disais tout à l'heure, essayer de tonifier l'utérus, faire sortir le placenta s'il n'est pas encore sorti, vider la vessie pour éviter que la vessie n'empêche l'utérus de se contracter. Et puis, on va débuter le conditionnement pour un transfert. Mais tous ces petits gestes-là vont pouvoir être faits un petit peu avant pour éviter justement de passer au stade hémorragie. Quand on voit qu'une femme saigne un petit peu plus que la normale, on va commencer ces petits gestes-là pour éviter de passer au stade hémorragie. Après, il y a cette histoire de quantification des saignements qui est un petit peu compliquée. 500 millilitres, il faut forcément se donner un seuil, donc c'est quelque chose qui est théorique, mais parfois il y a des femmes qui saignent 500 millilitres ou un peu plus et puis qui n'ont pas de complications après et où ça va très bien. Mais cette quantification, en plus, c'est compliqué parce que quand une maman accouche, il y a du liquide, il y a parfois des caillots de sang, il y a parfois d'autres choses. Donc, de quantifier exactement les saignements, c'est compliqué. En maternité, généralement, on a des poches de recueil. Donc, on a des poches qu'on place sous les fesses de la maman où il y a une poche qui est graduée qui permet de voir combien la maman a perdu de sang. Mais cette poche, elle est facile à utiliser quand une maman est en position gynécologique. Quand une maman est dans un lit ou dans une baignoire ou sur un ballon ou accroupie, on va pas pouvoir tellement utiliser cette poche. Donc, on va utiliser les alaises qu'on va peser. Dans les données de la HAS récentes, en fait, ils disent que l'hémorragie du postpartum, ça représente 5% des naissances sur une évaluation visuelle ou sur une poche graduée, mais qu'en fait, ça peut représenter 10% quand on pèse vraiment la quantification des saignements, parce que du coup, c'est beaucoup plus précis. D'accord. Et peut-être qu'il y aura d'autres études plus tard pour revoir effectivement ce seuil et redéfinir ça. D'accord. Oui, parce que les 500 millilitres, en fait, on se rend compte que on peut vite les atteindre pour certaines femmes, mais que cliniquement, elles tolèrent très bien. Et que si elles ont saigné 500 millilitres et qu'on n'a pas des saignements abondants qui continuent, voilà, que les saignements se sont arrêtés, ma question, c'est vraiment, est-ce qu'on peut vraiment définir ça comme une hémorragie si elle tolère bien et que au bout de 500 millilitres, on a plus de saignements qui sont abondants et qui coulent
Ça nous est arrivé de transférer des patientes pour une hémorragie, donc qui avaient passé le seuil des 500 millilitres et puis que finalement ça s'estompe tout de suite et qu'il n'y ait Exactement. pas besoin d'autres gestes à faire. Oui, finalement, vous avez cette obligation de transfert parce que il fallait bien définir un seuil et un moment où pour le faire, quoi. Mais vous avez du coup fait ce constat aussi que finalement, ça aurait pu parfois être évité parce que ça se stoppait spontanément ou comme tu le disais tout à l'heure, suite à, tu parlais d'une injection, je crois, qui permettait de stopper ça. Après, le transfert, c'est important parce que quand elle sera en maternité, si ça s'aggrave, il y aura tout de suite le Ah oui, bien sûr. matériel autour et on pourra tout de suite prendre les choses en main. Dans une hémorragie, l'important, c'est d'agir vite. Donc, c'est important qu'elle soit en maternité, voilà. Tu parlais justement des soins que des fois les maternités faisaient en suivant, si ça avait été du coup une hémorragie avérée. Est-ce que tu veux en dire un petit mot ou pas du tout? Oui, en général, les soins qui peuvent être proposés en maternité après le transfert pour une hémorragie, ça peut être donc pour poursuivre les médicaments pour continuer de contracter l'utérus avec d'autres médicaments parfois. Ça peut être donc toujours le sondage de la vessie et ça peut être aussi de vérifier l'intégrité de l'utérus et du col, et cetera, voir s'il n'y a pas donc on fait ça sous anesthésie. La sage-femme ou le médecin va vérifier qu'il n'y a pas de plaie au niveau de l'utérus ou du col qui puisse expliquer les saignements. Donc il y a une technique qui est recommandée par l'OMS, une mesure de prévention des hémorragies qui s'appelle la délivrance dirigée. La délivrance dirigée, c'est l'injection d'ocytocine pratiquement au moment de l'accouchement, juste après la naissance de bébé. Et ça diminue, d'après les études, le taux d'hémorragie du postpartum. Ça facilite une délivrance plus rapide et donc moins hémorragique. Il y a certaines maisons de naissance qui se disent si les femmes veulent une délivrance dirigée, c'est déjà une technique médicale, donc il vaut mieux qu'elles accouchent en maternité. Nous, on le propose pas en maison de naissance. Nous, ici, à la maison de naissance Toumoura, on a fait le choix de pouvoir proposer quand même ça. Donc, on explique ce que c'est qu'une délivrance dirigée, on explique que, d'après les études, ça diminue le risque d'hémorragie, on explique comment ça se fait. Et il y a des femmes qui choisissent de le faire ou de pas le faire. Mais elles peuvent continuer l'accouchement, le projet d'accouchement en maison de naissance avec une délivrance dirigée. D'accord. Et donc terminer le processus jusqu'au bout dans vos locaux sans être transféré. Dans les données de la HAS, la délivrance dirigée n'est pas considérée comme une complication de l'accouchement ça reste dans la physiologie. D'accord. Oui, donc ça c'est vraiment propre à chaque maison de naissance. Ça marche. Maintenant qu'on a un peu parlé de la fin de l'accouchement avec cette fameuse délivrance du placenta, on voulait voir avec toi, Pauline, la question du retour précoce. Donc, dans le cas où l'accouchement s'est effectivement terminé à la maison de naissance, après il y a la rencontre de bébé, il y a les quelques soins que vous pouvez apporter à la maman et au bébé. Ensuite, tout le monde peut enfin un peu se reposer. Mais il est d'usage tout de même en maison de naissance de ne pas séjourner sur place. Ça fait d'ailleurs partie des conditions pour pouvoir accoucher en maison de naissance et d'accepter ce point-là. Combien de temps minimum il est d'usage de rester en observation, notamment à la maison de naissance? Au bout de combien de temps vous préconisez aux parents de partir? Qu'en est-il en tout cas de ce temps postpartum? Alors, pour la surveillance du postpartum en maison de naissance, on a choisi minimum 4 heures et maximum, on va dire, jusqu'à 12 heures. On n'est pas à 1 heure près, évidemment, hein, mais on se dit que les 4 premières heures sont très, très importantes pour surveiller maman et bébé. Si le couple se sent de rentrer à la maison, qu'il n'y a pas trop de fatigue et que, bien sûr, médicalement, tout va bien, ils peuvent rentrer à la maison. Et si jamais ils préfèrent se reposer à la maison de naissance ou alors que nous, on estime qu'il y a besoin de plus de surveillance, eh bien, on se laisse le temps qu'il faut. Une des particularités de la Polynésie, c'est que, enfin, je pense que c'est pareil dans les autres maisons de naissance, c'est que les mamans doivent être à une certaine distance de la maison de naissance. Parce que c'est nous qui effectuons ensuite à domicile les surveillances. Et pareil, s'il y a le moindre problème, le but, c'est de ne pas être trop loin de la maternité partenaire pour pouvoir gérer une urgence. Au moment de faire le choix de laisser partir la maman et le bébé, j'imagine que vous êtes passé par un dernier examen. Quels sont les points que vous vérifiez, notamment auprès de la maman et du bébé, pour vous assurer que ce retour peut avoir lieu effectivement? Alors, pour les mamans, on fait l'examen clinique
de la tête aux pieds. Mais c'est sûr que le plus important, ça va être l'évaluation des saignements, justement pour parer à cette fameuse hémorragie dont on a parlé juste avant. Et aussi moralement, est-ce qu'elle se sent de rentrer chez elle? Est-ce qu'elle a été préparée? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle n'est pas trop fatiguée pour pouvoir s'occuper pleinement de son bébé et gérer à la maison? Je dirais que c'est les 2 points principaux pour les mamans. D'accord. Et ensuite, pour les bébés, donc pareil, on fait un examen global et on a dans nos protocoles certains critères qui nécessitent des surveillances médicales, donc une hospitalisation pour que l'équipe puisse surveiller les bébés de manière plus rapprochée. D'accord. Donc, pour bébé, il y a les risques infectieux. Donc, si jamais maman a rompu la poche des os depuis plus de 12 heures ou alors qu'il y a le streptocoque B, cette fameuse petite bactérie qui nous embête pour la rupture de la poche des os, il y a nécessité d'une surveillance clinique pour bébé. Donc, on fait une hospitalisation de 24-48 heures. On a aussi des points par rapport au poids de bébé. Donc, si bébé est trop gros, c'est-à-dire un macrosome par rapport aux courbes de naissance, ou s'il est trop petit, c'est-à-dire un hypotrophe par rapport aux courbes de naissance, on doit surveiller que bébé régule bien son taux de sucre dans le sang. C'est la glycémie. Et ça, c'est fait aussi en maternité. D'accord. La troisième chose, je dirais, importante, c'est la jaunisse. La fameuse jaunisse du nouveau-né qui est physiologique, mais qui peut, si elle dépasse un certain seuil, être pathologique. Et donc, voilà, nous, on a des facteurs de risque, on va dire. Et si jamais la maman a ces facteurs de risque-là, l'hôpital nous a demandé de faire hospitaliser quand même les bébés. D'accord. Pour certains parents, le retour précoce, ça peut être effrayant, mais pour d'autres parents, c'est quelque chose qu'ils recherchent et qu'ils attendent. Et du coup, dans le cas où ces parents qui cherchaient à rentrer plus tôt se retrouvent transférés, est-ce qu'ils ont des possibilités d'en discuter avec la maternité? Est-ce que vous connaissez un peu leurs possibilités d'avoir ce retour précoce et ce qui leur incombe ensuite? En fait, on leur explique les protocoles, mais c'est vrai que, pareil, en fonction de qui est de garde, qui s'occupe des parents, il y a des sorties qu'on appelle précoces possibles. Ouais. Mais c'est toujours un sujet un petit peu délicat pour l'équipe de la maternité partenaire parce que ça fait pas partie des protocoles. Voilà, une hospitalisation, c'est 3 jours. Donc, si tu veux sortir plus tôt, il y a des risques. Donc, souvent, ils vont chercher à donner toutes les informations aux parents, mais en leur faisant signer une décharge de responsabilité, en fait, de l'hôpital, quoi. D'accord. Et il y a des cas où ça peut être refusé? Il faut savoir que quand on est hospitalisé, on n'est pas en prison. Donc, si les parents veulent sortir, ils peuvent sortir. Faut juste leur donner, encore une fois, comme pour tout transfert ou hospitalisation, l'information éclairée. Mais si eux, ils décident de partir, ils ont le droit. Mais voilà, l'hôpital va leur faire signer une décharge, mais qui n'a pas de valeur vraiment juridique, en fait. Le plus important, c'est vraiment de donner l'information de manière claire et que les parents comprennent pourquoi on leur recommande une hospitalisation. Et si, malgré tout, ils décident de rentrer chez eux, c'est leur droit. Je pense que ça, c'est des choses qui vont évoluer dans les années à venir en France et en Outre-mer, parce qu'en fait, dans certains pays, voilà, je reprends l'exemple du Canada ou du Québec, où c'est vraiment les parents qui choisissent, et à partir du moment où ils ont fait leur choix, ils sont confortés dans leur choix, et c'est vraiment une décision éclairée. Maintenant, la population française et polynésienne veut faire ses propres choix aussi. Avant, il y a quelques années, on faisait une confiance absolue au monde médical, et on leur disait, c'est vous qui savez, Toté, c'est les médecins ici, donc docteur, c'est vous qui savez, c'est vous qui allez me dire ce que j'ai et ce que je dois faire. Et maintenant, les gens, ils ont un peu plus de renseignements et ils se disent, non, moi, je veux choisir, tu m'expliques ce que je peux faire, quelles sont les options, et puis c'est moi qui choisis. Donc, c'est pour ça que la décision éclairée, c'est très important de savoir bien la faire et de bien expliquer et que les gens fassent leur choix bien informés. Oui. Du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce que ça pouvait impliquer, un suivi en maison de naissance, un accouchement en maison de naissance et les suites vraiment directes d'un accouchement, on aimerait parler de quelque chose qui va un petit peu plus loin, mais qui fait partie de notre point de vue, en tout cas, de l'accouchement,
en général. Donc au-delà de cet accouchement, au-delà de la grossesse et surtout à l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, tout ça, c'est des choses qui ont un impact psychologique, particulièrement sur la jeune mère, que ce soit son premier enfant ou non. Cette année d'ailleurs, en 2024, l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, publiée par l'INSERM et la Santé publique de France, a révélé que le suicide était la première cause de mortalité maternelle en France en tout cas. Ça représente 17% des décès des mères dans l'année qui suit la naissance de leur enfant, qu'il soit leur premier-né ou pas. La dépression postpartum et l'accompagnement donc des nouvelles mères est quelque chose de très très important et c'est un sujet qui est longuement abordé par les sages-femmes des maisons de naissance tout au long du suivi. Vous portez une attention toute particulière à certains signes que la maman peut soit exprimer, soit cacher, mais on va dire auxquels vous pouvez être sensible parce que vous y êtes formé, vous y êtes attentive. Tout ça, du coup, durant le suivi postpartum direct ou à plus long terme. Vous faites un suivi à domicile, c'est vous qui avez suivi les couples, c'est vous qui faites aussi le suivi à domicile. Donc, comme nous l'avait expliqué Julie d'ailleurs, dans notre épisode 17 consacré à la sécurité médicale en maison de naissance. Et donc, ce qu'on aimerait bien que tu nous dises, Sandrine, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous dire ce que vous proposez, vous, comme accompagnement, comme alternative, lorsque vous détectez un besoin d'aide chez la maman? Est-ce qu'il existe des associations, des numéros d'urgence, des groupes de soutien, ou en tout cas, des lieux ou des personnes vers qui se tourner pour toutes ces femmes qui pourraient faire face à cette situation? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je suis persuadée que ce type de structure, comme des maisons de naissance ou d'autres centres comme ça, où il y a vraiment une prise en charge globale des individus, est aussi un lieu d'accueil où les familles, elles peuvent se retrouver et avoir des conseils entre parents, quoi. Je suis persuadée que ça peut avoir un impact positif, extrêmement positif sur, le taux de dépression du postpartum et de suicide, dans les morts maternelles. Après, il faudra faire des études là-dessus, bien sûr, mais la manière déjà dont on vit l'accouchement, dont on est prise en charge, dont on est, accompagné au moment de l'accouchement, je pense que ça a un impact, énorme sur le vécu des premiers jours après la naissance, qui sont parfois épuisants et parfois très difficiles, etc. Mais quand on a été reboosté par une naissance où on s'est senti vraiment maître de soi et qu'on est fier de ce qu'on a accompli, et on se sent reboosté par ça, et du coup, ça a un impact sur le moral et sur la capacité après de prendre en charge les enfants et de surmonter les épreuves difficiles des suites de naissance. La maison de naissance Tumura propose des ateliers et des séances avec une association. Donc 2 fois par mois, il y a des ateliers qui concernent le bien-être de la femme enceinte ou des enfants ou des parents avec enfants. Ça peut être par exemple du yoga prénatal, ça peut être des séances de portage de bébé, ça peut être de l'art-thérapie, plein de choses différentes. Et ça permet aux parents de se retrouver dans un lieu qu'ils connaissent et d'expérimenter ensemble quelque chose qu'ils connaissent pas ou qu'ils connaissent, mais voilà. Avec la famille, avec le papa, avec le bébé, et ça, c'est sympa. Et puis on a aussi quelque chose qui est très important, c'est les rencontres des parents. 1 fois par mois. C'est les parents qui viennent ici raconter leur expérience d'accouchement, que ceux qui aient accouché ici à la maison de naissance, ou bien même s'ils auraient été transférés à la maternité. Ils viennent ici et ils racontent le vécu de l'accouchement, donc avec leurs mots, avec leurs histoires. Et il y a les femmes qui sont en fin de grossesse qui sont là également. Et il y a aussi toutes les sages-femmes de l'équipe, les sages-femmes référentes et les sages-femmes d'appui. Et ça permet vraiment d'avoir un retour sur l'expérience. C'est beaucoup d'émotions, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des bébés qui jouent, il y a des bébés qui tètent, enfin voilà, c'est vraiment très sympa, et ça permet un échange comme ça entre pairs qui, je pense, est très bénéfique pour les parents. D'accord, oui, sans en douter. Je voulais juste ajouter aussi par rapport à ce sujet, en fait, le meilleur moyen d'agir, c'est la prévention. Et nous, faut que j'arrête de dire ça. On donne les informations aux parents quand on fait les préparations à l'accouchement et à la naissance et à être parents, en fait. Et on leur donne un peu les petits tracas qui peuvent arriver dans le postpartum. On leur donne les signes de dépression pour que les papas soient attentifs, que les mamans soient attentives aussi, parce qu'on parle aussi de la dépression du postpartum chez les papas. Et le fait de bien connaître les couples avec ce suivi global, ça nous permet vraiment de voir ces changements de comportement et de voir, d'être plus attentifs, je pense, aux signes précurseurs, quoi.
Ouais. Mm. Et c'est le suivi global qui vous apporte cette richesse, quoi. À la fois d'informer les parents et à la fois de les connaître, quoi. Ouais. Mm. Pour toutes les femmes qui sont en métropole, en tout cas. Alors, je suis désolée pour les dom-toms et les pommes. Ça peut servir, mais c'est pas sans doute gratuit. Mais en tout cas, en métropole, il faut savoir qu'il y a 2 choses qui sont mises en place aussi. Au-delà des ateliers, des maisons de naissance, quand vraiment il y a des besoins urgents, il y a l'association Maman Blues au niveau national, qui est très active, très réactive et qui propose tout un tas de choses, qui est très présente sur les réseaux sociaux, qui est facilement joignable. Et surtout, il y a un numéro d'urgence à appeler si vraiment on est touché de manière très profonde ou qu'on a un besoin très urgent avant de passer à l'acte, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou de son enfant. En tout cas, ce numéro, juste pour information, c'est le 0800 00 34 56. Il est gratuit et disponible 24 heures sur 24 pour toutes les personnes qui en auraient besoin. Faut se saisir de ces Voilà. chiffres-là justement pour se dire que la sécurité d'une personne, enfin c'est aussi important sa sécurité émotionnelle que la sécurité physique. Et donc on a tendance souvent, hein, quand on parle de sécurité, à parler uniquement de la sécurité physique, des critères de risque, etc. Mais il faut vraiment mettre les 2 choses sur le même plan. C'est aussi tout aussi important. Mm. Ouais, d'ailleurs, l'épisode là, quand je disais que ça faisait référence à un épisode sur la sécurité médicale en MDN, c'était justement les 2 pans de l'interview. T'as la sécurité médicale et t'as en fait toute la sécurité psycho-émotionnelle, en fait. sentiment de Tu vois, le sentiment de sécurité, sécurité, qu'est-ce qui fait qu'en fait la femme se sent en sécurité dans tel ou tel lieu. Et du coup, ça va être propice à ce que les choses se passent encore mieux. C'est clairement ce que tu dis. Ouais. Par rapport aux femmes qui veulent rester dans leur île pour accoucher, c'est exactement ce sujet-là. C'est-à-dire que même si elles savent que la sécurité médicale n'est pas au maximum dans leur île, elles, leur sécurité émotionnelle, elle est bien plus forte en restant chez elles, entourées Oui. des leurs, etc. Et donc, Bien sûr. voilà, donc elles font ce choix-là. Mais il y a, Je suis 0 dans le médical, mais j'ai tendance à croire que ça favorise les chances. Ça veut pas dire que ça va être parfait, hein, mais que ça favorise les chances que les choses se déroulent mieux. Parce que du coup, Ça elle aura favorise pas de déjà stress, elle l'ocytocine. va générer les bonnes C'est ça. hormones au bon moment et tout un tas de choses qui font que, a priori, la physiologie pourra d'autant plus se mettre en route, quoi. Moi, je suis pas du tout confronté à cette super intéressant situation. de faire des études là-dessus. Parce que de femmes de Montréal, par exemple, de s'installer 3 semaines avant dans leur famille où ça se passe pas toujours bien, ou dans une pension toute seule, isolée de leur Ah ouais, mari et non, de mais leur ça, c'est l'enfer. coucher et de rentrer 3 jours après, faudrait voir ce que ça fait sur le lien mère-enfant, etc. Mm. Ah oui, non, mais ça, Il y a c'est bien clair. des étudiantes qui vont s'y pencher, faire des Mm. thèses. Ça serait bien. Mais c'est clair que ça serait, je pense, hyper intéressant parce que ce que tu dis, c'est même pas juste se rapprocher physiquement quand t'habites un peu loin de la maison de naissance, tu prends un gîte. Parce qu'il y en a en métro, tu vois, qui font ça vu que c'est quand même grand la France, donc si t'habites à 4 heures de la maison de naissance, c'est pas fou. Mais là, comme tu dis, tu t'isoles, mais ça doit être Quand tu t'installes tellement dur. en maison de naissance, c'est ton projet, ta famille te suit, c'est ton projet, c'est le projet familial. Mais là, c'est pas leur projet familial, c'est qu'on lui Ouais, mais je impose. trouve ça fou en fait. Maintenant qu'on a un peu vu tous ces protocoles, toutes les pratiques que vous pouvez faire et tous les choix aussi de votre maison de naissance en lien avec votre maternité partenaire, en tout cas maintenant qu'on a fait un peu le tour de toute cette question, on aimerait beaucoup savoir ce que vous avez apporté le fait de travailler en maison de naissance. Et on va commencer peut-être par toi, Sandrine. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais que le travail en maison de naissance t'a apporté? Ou t'apportes. Je travaille pas directement en maison de naissance parce que je m'occupe que de la coordination, mais en tout cas, j'ai un travail qui s'y rapproche un petit peu puisque à Montréal, je peux suivre des femmes un petit peu dans les conditions d'une maison de naissance. Ce que je trouve que ça apporte, c'est vraiment d'apprendre à écouter et à regarder les gens, les corps, les esprits, et que chaque histoire est différente, que chaque personne est différente, et que ce ne sont pas aux femmes à s'adapter à nous, à nos façons de faire, mais c'est à nous à s'adapter à elles. Et c'est comme ça que ça se passera le mieux. Et vraiment d'avoir tous nos protocoles, nos procédures en tête, c'est très bien. Mais une fois qu'on a cette expérience-là et qu'on est assez à l'aise avec tout ça, c'est vraiment de se rapprocher des gens et de décrypter tous les le langage corporel et le langage et le vrai langage pour pouvoir suivre au plus près les gens et leurs projets et la physiologie. Merci. Et toi, Pauline, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler en maison de naissance en tant que sage-femme? Je pense que ça a remis vraiment
la clinique au cœur du métier de sage-femme et je me rends compte que quand la structure est organisée pour, tout est possible. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de choses absolument à faire. Chaque accouchement est différent, chaque accompagnement est différent et en fait, je pense que ça me conforte aussi dans la définition que j'avais de la physiologie, parce que ça, c'est un grand débat chez les sages-femmes depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'un accouchement physiologique? Et pour moi, c'est vraiment en s'adaptant au choix des femmes. Chaque personne est différente, donc il y a plein de physiologies différentes. Oui. Si je peux rajouter quelque chose, je voudrais dire que la maison de naissance, ça permet de remettre au centre de la vie familiale cette naissance qui est un événement hyper important dans la vie familiale. Et je trouve qu'on banalise un petit peu trop la naissance, peut-être parfois dans les maternités, quand il y a 10 naissances dans la journée ou 15, les naissances, ça défile et ça c'est un peu banalisé pour c'est une naissance de plus, c'est des actes de plus, etc. Alors que ici, c'est le fait que ce soit petit, qu'on ait des femmes qu'on connaisse bien, qu'on connaît tous intimement, leur famille, leur mari, leurs enfants. Et la naissance est replacée dans un événement hyper important de la vie familiale, dans un événement un peu sacré. Et c'est important, je pense, pour tout le monde, et pour les familles, et pour notre métier, qui est un magnifique métier. Merci pour tout cet échange. Merci à vous aussi d'avoir répondu à toutes ces questions qui sont souvent un mystère pour nous autres qui ne sommes pas dans le médical. Ça nous permettra aussi à nous peut-être de mieux cerner certaines choses grâce à ces réponses. Mais du coup, avant de nous quitter et nous dire au revoir à la fin de cet échange, on aimerait vous poser une toute dernière question à chacune d'entre vous. Est-ce que vous pourriez nous partager une petite astuce pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se préparent à un accouchement physiologique? Nous, il y a une phrase qu'on dit souvent quand on fait les préparations à l'accouchement, c'est que les mamans savent accoucher et les bébés savent naître. Oui, c'est une jolie phrase qu'il est intéressant de retenir en effet. Et toi, Sandrine, est-ce que tu as une petite astuce que tu aimerais partager? Moi, je pense que chacun doit trouver sa petite astuce. Moi, je compare souvent le travail comme si on allait faire l'ascension d'une montagne très haute et que c'est donc une montagne à gravir. Il y a tous les gens autour qui sont là pour aider à la gravir et pour donner des petits conseils. Il y a les coachs sportifs autour. Et puis, qu'une fois qu'on est là-haut, la vue, elle est magnifique et elle est splendide. Et on est fiers d'avoir fait tout ce chemin. Peut-être penser à cette image-là, mais il peut y avoir plein d'autres choses pour arriver à être dans sa bulle, à être concentré sur son accouchement et à rester positif toujours et garder la confiance. Eh bien, merci pour cette astuce et merci pour ce partage. Merci à toutes les deux d'être venues dans notre podcast pour répondre à toutes ces questions. On espère que les professionnels qui nous écoutent ou les personnes curieuses d'en savoir plus auront pu trouver les réponses à leurs questionnements à travers tout cet échange. On est ravis d'avoir pu partager ce moment avec vous et on vous souhaite en tout cas une belle carrière pleine de jolies naissances ou de jolis protocoles. Merci beaucoup à vous deux. C'est super important que les maisons de naissance soient connues et qu'on ait plein d'histoires à raconter là-dessus. C'est super. Merci. Merci de donner la parole aux sages-femmes et aux usagers surtout. Eh bien, de rien. Merci à vous d'être là, puisque sans nos invités, encore une fois, il n'y aurait pas de podcast. À bientôt, en tout cas. Merci. À bientôt, Sandrine. À bientôt, Pauline. Et merci pour tout. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.